Alors, passé ces petites, opérations de com et de publicité, on va parler de pyramide. Alors, euh, pour commencer un petit peu le speech dont je vais vous parler, je précise que je ne vais pas me focaliser sur la grande pyramide de Gizeh. Parce que ça, c'est en quelque sorte le truc tarte à la crème. Or, le sujet dont je vais vous parler, il est beaucoup plus vaste que la pyramide de Gizeh, qui est déjà assez grande et colossale, parce que cette problématique, si je puis dire, de ces fantasmes et de ces délires sur les pyramides, ne sont pas limités qu'à l'Égypte. Donc ce que je vais vous présenter, c'est en fait un certain nombre de réflexions autour de la fascination que la forme pyramidale, c'est bon pour l'enregistrement? Voilà, que la forme pyramidale a soulevé depuis pas mal de siècles, et surtout depuis le XIXe siècle, puisque une partie de ceux dont je vais vous parler naît à travers de grands mouvements ésotériques au XIXe siècle, notamment la Société théosophique, même si ce n'est pas du tout le seul en la matière. Alors, au départ, il y a bien quelque chose qui est un constat. Et ce constat, il n'est pas dû... Non, laisse pour l'instant. Voilà. Ce constat, il n'est pas dû à des délires ou quoi que ce soit, c'est effectivement un constat que l'on peut faire, à savoir qu'il y a, au point de vue de ce qu'on appelle l'architecture sanctuale, c'est-à-dire principalement les grands dans des sanctuaires. L'architecture sanctuale, c'est l'architecture de sanctuaire. Donc plutôt... Alors, c'est pas automatiquement religieux, mais c'est quand même avec une connotation de ce type-là. Or, on peut constater qu'il y a une récurrence de formes pyramidales dans ces architectures sanctuales, principalement du côté des sociétés traditionnelles, principalement du côté d'un ensemble de civilisations qui correspondraient, si vous voulez, à des civilisations, si on est dans le cadre de l'Europe, qui seraient... alors, on voit très bien l'Égypte pour les pyramides égyptiennes, mais c'est pas du tout limité à ça, puisque je vais vous faire un petit tour du monde en la matière, des formes pyramidales dans ces architectures sanctuaires, on en trouve à peu près partout. Et donc ce constat, si vous voulez, a interpellé, parce que s'il y avait eu que la grande pyramide de Gizeh, il y aurait déjà eu des choses dessus, mais ça n'aurait pas, en quelque sorte, une telle ampleur. En fait, le fait que l'on va trouver des pyramides ou des bâtiments à connotation pyramidale du côté de l'Amérique centrale, du côté par exemple des cités mayas ou des choses comme ça, ou dans d'autres endroits, c'est ça qui va en quelque sorte déclencher la machine à fantasmes. Parce que s'il n'y en avait eu que sur un seul endroit, bon. Or, on s'aperçoit que dans beaucoup de civilisations antiques, de civilisations, on va dire, traditionnelles, on va trouver des architectures sanctuaires, c'est-à-dire avec un bâti qui, effectivement, s'inscrit dans une pyramide plus ou moins affirmée. En tout cas, ce constat, si vous voulez, va donner naissance à un extraordinaire imaginaire sur le pourquoi de cela, sur le pourquoi... Alors, c'est pas simplement comment elles ont été construites, c'est le pourquoi de cela. Parce qu'en fait, la question du comment, il est anecdotique dans cette histoire. De toute façon, ils ne veulent pas vraiment en entendre parler, c'est surtout le pourquoi. Et donc, il va y avoir, depuis le XIXe siècle, une sorte de montée en puissance de ces, on va dire, alors, rêveries sur des pyramides, ou ces fantasmes qui vont être développés sur ces architectures pyramidales dans des grands sanctuaires. Donc vous voyez, si vous arrivez à voir, vous avez d'un côté la pyramide de Gizeh, c'est la petite, hein, ce que vous voyez en premier. Ensuite, vous avez un temple maya, qui n'est pas du tout proportionnel, hein, puisque la pyramide de Gizeh, elle est beaucoup plus grande. Voilà. Vous avez de l'autre côté, alors on retrouve les pyramides de Gizeh, on retrouve le Machu Picchu. Alors là, pour voir une pyramide dans le Machu Picchu, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fumé, mais oui, il y a un pic au-dessus qui peut être pensé comme inscrit dans une forme pyramidale. On va vous mettre... celui qui a à côté de Petra. Voilà, là aussi, bon, ce sont de grands classiques où on va vouloir voir des pyramides. C'est pour ça, en fait, qu'on peut appeler tous ces registres d'affirmation que l'on peut trouver, alors, depuis très très longtemps sur la grande pyramide de Gizeh, parce que c'était la seule qui était connue, en tout cas en tant que pyramide interpellante, mais quand, du côté de l'Amérique centrale, du côté d'autres civilisations
des bâtiments à forme pyramidale, comme par exemple du côté du Mexique, vont être découverts, ça va déclencher une sorte de vaste fantasmagorie. Alors pendant longtemps, j'appelais ça, en suivant l'appellation classique, la pyramidologie. Sauf que je me suis, après, un petit peu revisité sur cette notion, parce que pyramidologie, ça voudrait dire qu'il y aurait quelque chose qui relèverait d'une science logique. Or, il s'avère que dans ces histoires, il n'y a pas grand-chose qui relève d'affirmations scientifiques, ou alors on parle d'un état de connaissance qui correspond à peu près à un niveau zéro dans le développement des connaissances archéologiques sur les sociétés ou les cultures concernées. Parce que quand on examine comment vont être développées ces thèses sur les pyramides d'Égypte ou sur les pyramides mayas, par exemple, bon, mais clairement, à cette époque-là, la connaissance archéologique des sites concernés était à peu près au niveau de l'efficacité de la granule homéopathique, pour le dire simplement. C'est-à-dire qu'on était dans des trucs qu'on découvrait, mais il n'y avait pas vraiment d'études qui avaient été faites, pas vraiment d'investigations qui avaient été faites. Bon. Donc, on peut comprendre que cet état d'inconnaissance, c'est-à-dire d'absence de connaissance, d'ignorance, ait facilité la machine à fantasme. Alors, il faut savoir qu'il y a de grandes revues qui se sont spécialisées dans ce type de thématique. Alors, parmi les plus célèbres, vous avez, par exemple, la revue Planète, qui est un truc que les moins de 80 ans ne peuvent pas connaître. En tout cas, personnellement. Voilà. La revue Planète, sa période, ça a été les années 60. C'est l'auteur du Matin des magiciens, notamment Louis Powell et Gaston Berger, je crois que j'ai un doute sur le deuxième auteur. Enfin, voilà. Et donc, c'était un peu leur fond de commerce, comme certains documentaires qu'on voit passer actuellement dans une version revisitée sur certaines chaînes de la TNT, avec ce qu'ils appellent les bâtisseurs des mondes anciens, ou de l'ancien monde, BAM en abrégé. En fait, ils revisitent des théories qui ont été développées, en fait, historiquement. Elles commencent au XIXe siècle, alors pas exactement avec les versions actuelles, mais dans des dimensions un peu plus ancestrales, quand des mouvements vont rattacher la construction de ces sanctuaires ou de ces bâtiments pyramidaux, non pas pour la pyramide de Gizeh à l'Égypte, des égyptologues, non pas donc aux cités mayas des mayas, mais grosso modo, on va les rattacher à des Atlantes, on va les rattacher à tout, sauf aux indigènes et autochtones qui vivaient sur place. En fait, ça c'est à peu près ce qu'on appelle aussi le syndrome de l'ingénieur. C'est-à-dire que comme on voyait des, on va dire, je vais le dire crûment, mais au moins tout le monde comprendra, à peu près des demi-sauvages, hein, pour ne pas dire plus, vivant dans des forêts, dans des huttes, il était impensable pour ces, entre guillemets, explorateurs, d'imaginer que c'était leurs ancêtres qui avaient construit ces bâtiments. Donc on voulait aller chercher, évidemment, une civilisation plus glorieuse, plus développée que ces gens qui vivaient dans des huttes, dans des sortes là de maisons simples, du côté du Yucatan, c'est-à-dire la maison en fait typique des populations mayas. En réalité, quand on observe les sommets souvent des temples pyramides du côté des mayas, on retrouve en fait la maison traditionnelle en bois, en roseau, etc., transcrit dans la pierre. Bon, mais on ne l'associait pas à ces populations vivant, comment dire, très simplement dans la forêt. J'ai employé évidemment le mot sauvage, mais placez-vous dans l'esprit et les mentalités du début du XXe siècle, quand vous aviez des Américains, des Français, des Anglais ou des Allemands qui débarquaient dans ces pays-là et qui ne voyaient que dans ces, paysans de ces régions-là, que des semi-civilisés. Hein, voilà. En tout cas, il était hors de propos dans leur conception, que ce soit eux, en termes de population de civilisation, qui aient construit ces choses-là, puisqu'il y avait un tel différentiel de développement technique en apparence entre eux et ces bâtiments, qu'on n'imaginait pas que c'était eux qui aient pu le faire. Bon. Donc c'est pour ça que si on avait plus de temps, on pourrait passer vraiment beaucoup de temps à explorer ces imaginaires archéomaniaques sur l'origine de ces bâtiments, alors que ce soit du côté de l'Amérique centrale, mais aussi du côté de l'Amérique du Sud, avec les grands, on va dire les grands, comme le Machu Picchu, les grands sites incas. C'est pour ça que pendant très longtemps, donc, pour reprendre l'expression habituelle, on parlait de pyramidologie. Il faut savoir que sur la pyramide de Gizeh, il y a plus de 20 000 ouvrages qui ont été écrits. Il y en a combien de justes? Oui, voilà, j'avais demandé. Le compute est encore arrêté. Hein. 20 000, c'était dans les années 80. Plus de 20 000 ouvrages ont été écrits dessus.
Alors, évidemment, dans cela, vous avez des ouvrages sérieux d'archéologues, d'égyptologues, mais en fait, l'immense majorité sont plutôt des ouvrages qui partent à peu près dans tous les sens. Alors, il faut bien distinguer deux choses. Les périodes où on n'avait pas accès aux hiéroglyphes, donc je dirais, l'archéologie, de toute façon, elle n'est qu'au XIXe siècle, l'égyptologie, elle naît après la possibilité de traduire véritablement les hiéroglyphes de Champollion, après l'expédition d'Égypte. Or, il y a déjà des gens avant qui ont parlé des pyramides, notamment la pyramide de Gizeh, parce que c'était, alors suivant les cas, on y voyait donc des tombeaux, des greniers à blé, etc., etc. C'est très variable, mais à la limite, à cette époque, je dirais, il y a prescription votre honneur, parce qu'on n'y connaissait rien. D'accord ? Bon. Les hiéroglyphes étaient totalement mystérieux, donc on peut comprendre à ce moment-là que certains aient imaginé, d'ailleurs certains ont même imaginé des traductions des hiéroglyphes, évidemment qui s'avéraient être fausses. Donc l'égyptologie, quand elle va se développer, vraiment l'égyptologie, je dirais, fondée objectivement, elle va être accompagnée d'un mouvement absolument extraordinaire culturellement de fascination pour l'Égypte, et vous avez toute une série de mouvements qui vont s'investir dans ces domaines-là, rêvant en quelque sorte d'une Égypte qui n'était pas l'Égypte d'Égypte au sens égyptologique, mais une Égypte fantasmée, c'est ce qu'on appelle de l'égyptomania, qui existe déjà dans l'Antiquité, parce que déjà ce bougre de Platon a foutu un petit peu le bordel dans cette histoire, en rattachant l'idée de l'Atlantide à une Égypte qui aurait existé 8000 ans avant la Grèce de son temps, alors qu'on sait que c'est totalement faux. Donc c'est pour ça qu'il y a des tas de racines qui expliquent pourquoi il va y avoir ces récits qui vont en fait se focaliser sur les pyramides d'Égypte et sur la grande pyramide de Gizeh associée à l'Atlantide. Alors comme l'Atlantide, comme civilisation qui, je vous le rassure, n'a jamais existé, était censée être du côté de l'Atlantique, c'est bien sûr, il n'y avait plus qu'à, c'était l'élément intermédiaire géographique, culturel, tout ce que vous voulez, entre donc l'Égypte, quand même qui est loin, et l'Amérique centrale. Donc c'est pour ça que cette fascination pour les pyramides, on pourrait en retrouver dans... Vous avez même à Terkabad, dans le cimetière ici à Toulouse, vous avez donc de l'égyptomania à cette époque-là. Bon, il n'y a pas de pyramide, mais par contre, vous verrez le cimetière de Terkabad, vous avez une entrée qui est un temple égyptien. Vous allez voir, il y a des colonnes égyptiennes, donc c'était dans l'air du temps. De toute façon, les obélisques, comme celui qu'on a pas très loin de Terkabad, donc sur Jolimont, ça faisait partie de cette mode de l'Égypte qui était la conséquence de l'expédition d'Égypte et de la naissance de l'égyptologie. Vous avez, par exemple, Théophile Gautier, la momie, enfin, vous savez, c'était dans cette, on va dire, cette époque, en quelque sorte, ces fascinations. Et donc là, on va voir apparaître, notamment portés par des mouvements comme la Société théosophique, fondée par Elena Petrovna Blavatsky, donc c'est à la fin du XIXe siècle, repris par ces épigones, avatars et dissidents plus ou moins inspirés jusqu'à Steiner. On va retrouver cette fascination pour les pyramides, parce qu'évidemment, pour la Société théosophique, la construction des pyramides, c'est pas les Égyptiens, c'est l'Atlante. Ce sont les Atlantes. Et là, en quelque sorte, la porte est ouverte vers une sorte de vaste délire qui va se propager sympathiquement, joyeusement. C'est pour ça qu'on peut parler, comme on parle d'archéomanie pour cette archéologie imaginaire, eh bien, il faut non plus parler de pyramidologie, en tout cas, moi, c'est ce que je défends comme idée, mais de pyramidomanie, c'est-à-dire ils voient des pyramides partout. Et quand je dis ils voient des pyramides partout, c'est évidemment pas simplement une boutade, c'est que parce que parfois, ils veulent absolument faire entrer des bâtiments où, franchement, pour le penser comme une pyramide, il faut avoir vraiment la volonté de l'inscrire dans la pyramide. C'est-à-dire que, grosso modo, avec eux, très vite, tout bâtiment un peu pointu et avec une base un peu carrée, hop, ils vont pouvoir vous l'expliquer avec une forme pyramidale. Parce que, dans ces histoires-là, ces pyramides, elles n'ont pas seulement une origine mystérieuse, construites avec des moyens qu'on ne saurait expliquer, évidemment, ça c'est le speech habituel, mais elles sont dotées de pouvoir. C'est ce qu'on va appeler la thèse du pouvoir des pyramides. C'est pas simplement des pouvoirs extraordinaires qui ont construit les pyramides, mais les pyramides elles-mêmes vont être dotées de pouvoir. Et ça, je vais vous en reparler d'ici quelques instants. D'ailleurs, il y a un truc qui est amusant, c'est que ce terme de pouvoir des pyramides, dans les années 70, comme il y a quelques écrivains du côté de l'ésotérisme qui vont publier des ouvrages là-dessus, vous avez notamment deux grands, entre guillemets, parapsychologues
ou pseudo-psychologue, un pseudo-archéologue si vous voulez, qui s'appelle tout d'abord Patrick Flanagan et un autre qui s'appelle Max Stott. Comme chacun, il publie dans les années 70, 75 des ouvrages sur ces pouvoirs mystérieux des pyramides. Ils vont se faire un procès par maison d'édition interposée pour avoir le copyright du pouvoir des pyramides, jusqu'à ce que le tribunal concerné décide qu'un tel titre ne pouvait pas être l'objet d'un copyright. Voilà. Donc, parce que évidemment, toute cette littérature sur les pyramides, ça se vend très bien. Bon. Alors, si on fait objectivement un petit tour de ces bâtiments pyramidaux, si on va du côté donc de quelques grandes civilisations, vas-y, descends, voilà. Alors ça, ce sont leurs théories, vas-y, descends, voilà. Voilà. Alors, certains voudront voir dans ce qui sont de simples montagnes, on pourrait faire une conférence là-dessus, ce qu'on appelle les pyramides de Bosnie. Ou alors là, franchement, quand on va sur place, on peut se rendre compte, bon, c'est une montagne qui a à peu près une forme pyramidale, mais c'est pas du tout un bâtiment naturel, c'est pas du tout une construction, ça arrive, c'est un peu comme certains visages humains qu'on a vus sur Mars à un moment donné, oui, sous certains angles, ça peut donner cette impression. Donc ça, c'est du côté de la Bosnie. Vas-y. Passe. T'as dit que c'est pas du tout une construction naturelle, mais c'est naturel ça, hein? C'est pas une construction humaine. Oui, non, excuse-moi. J'ai dit c'est pas du tout une construction humaine. Voilà. Merci, je t'ai touché. Voilà. Et donc certains, là, vas-y, tu peux passer, vas-y, passe, parce que ça, c'est leur littérature à eux. Moi, ce que je veux vous expliquer, c'est que cette forme pyramidale dans des sanctuaires et dans beaucoup de choses, oui, effectivement, on en trouve depuis le néolithique. Alors, vous avez un grand classique, ce sont les tumulus. Alors, souvent, les tumulus, ils sont aujourd'hui arrondis, mais à l'époque, ils étaient un peu plus dans une logique pyramidale. Je ne dis pas que c'est une pyramide, je dis c'est donc une forme pyramidale, parce qu'effectivement, vous avez... Alors, il peut être... Généralement, les tumulus sont circulaires, mais vous retrouvez cette notion d'élévation, en sachant que le chemin qui est fait au-dessus, là, n'existait pas à l'époque. Ça, ce sont des éléments modernes. Donc, effectivement, vous pouvez avoir certains sites qui, avec le temps, s'arrondissent un petit peu, donnent l'impression de collines, mais ce sont bien des constructions humaines. Alors, des tumulus, vous en avez partout en Europe, et du côté de certains de ces pyramides, bref, de ces maniaques des pyramides, ils voudront absolument les rattacher à la grande tradition des pyramides, version la pyramide de Gizeh. Quand même, le rapprochement, ça... Au-delà d'un truc un petit peu qui monte en hauteur et qui finit pointu par rapport à la base, le rapprochement s'arrête là. Vas-y, continue. Voilà. Alors, aussi, on a quelques cairns. Du côté, là, on est du côté de l'Europe, hein, on est dans la période du néolithique, on est du côté, donc là, c'est notre grande, on va dire, cairn de Gavrinis. On est avant les Celtes, on est dans des périodes qui remonteraient à l'âge de bronze chez nous, donc on est dans des périodes contemporaines, grosso modo, hein, pour arrondir, de l'époque de Stone Age. Donc oui, ces bâtiments, si vous les voyez, suivant les perspectives, ça peut vous donner l'impression, par exemple, d'une pyramide à degrés comme à Saqqara. Voilà. En réalité, c'est l'empilement d'étages où on part d'un truc qui est plus large à la base et qui est plus étroit, plus on monte en hauteur. Et donc, ces cairns qu'on retrouve... Alors, Gavrinis, c'est en Bretagne, hein, certains l'ont peut-être visité, c'est du côté du golfe du Morbihan, c'est un bâtiment qui est absolument magnifique, et du côté de certains New Ageux, du côté de certains pyramidologistes, là, ou pyramidomaniaques, ils voudront les faire entrer dans... En plus, il y a des histoires d'alignements solsticiaux, là aussi, vous avez une machine à fantasmer extraordinaire. Alors... On avance un petit peu. Là, ça se rapproche de la forme plus classique des pyramides, le modèle des ziggourats babyloniennes, qui ne sont pas des pyramides, mais elles sont inscrites, grosso modo, dans un bâtiment où on part dans une construction étagée, où l'étage du bas est plus large que les étages au-dessus, et grosso modo, une ziggourate, vous pouvez l'inscrire dans une forme pyramidale. D'accord ? Bon. Alors, des ziggourats, là, comme ça, c'est une vue d'artiste, mais qui reprend à peu près les critères des ziggourats comme à Babylone. Il faut savoir que ça pouvait faire 90 mètres de haut. Donc là, ça commence à devenir... Alors, c'est pas de la pierre, c'est de la brique. C'est pour ça que ce bâtiment, aujourd'hui, ou l'équivalent, quand on les trouve, c'est une colline.
parce que la pierre est retombée en poussière, en tout cas les couches supérieures, ça forme en fait, si vous voulez, une sorte de colline artificielle. Là, c'est pas de la pierre, c'est de la brique, parce que sur les rives de l'Euphrate et du Tigre, c'était pas, comment dire, de la pierre qui était utilisée, mais de la brique. Néanmoins, ça permettait de construire. Mais grosso modo, c'est l'idée, ce qu'on appelle les portes du ciel, c'est une plateforme surélevée, comme les temples mayas, et pas un tombeau comme les pyramides ou les cairns qu'on a vus jusqu'à présent. Autre exemple, si on passe les portes du soleil, voilà, alors ça c'est pareil, c'est vu aujourd'hui en partie reconstitué, et là évidemment c'est la partie basse puisque ça montait beaucoup plus haut, voilà. Donc ça c'est la ziggourate d'Our qui avait été en partie reconstituée. Vas-y, continue, passe, voilà. Du côté de l'Égypte, premier modèle de pyramide, c'est la première pyramide historique, c'est ce qu'on appelle la pyramide à degrés de Saqqara. Donc c'est pas du tout une pyramide encore comme ce qu'on l'aura plus tard, ce sont des empilements de ce qu'on appelle des mastabas, vous avez la coupe transversale, parce que le projet du tombeau du pharaon a évolué en cours de route. Grosso modo, ils ont empilé des dispositifs les uns sur les autres, et évidemment, ça a donné cette forme pyramidale. Voilà, tout ça, vous les trouverez, ce qu'on appelle mastaba, c'est les modèles de tombeaux premiers en Égypte, avant la période des pyramides. Là, vous êtes au 3e millénaire, avant Jésus-Christ. Voilà. Ensuite, si on passe l'Égypte, enfin plutôt toujours en Égypte, le grand modèle, la grande pyramide de Gizeh, vous avez quelques siècles entre les deux modèles. Et là, ce que vous voyez, c'est aussi, parce que vous avez des tas de pyramides entre les deux, une amélioration dans les techniques de construction des pyramides. C'est-à-dire que la forme, il leur a fallu quelques pyramides pour trouver le bon angle, la bonne forme. C'est pour ça qu'entre la pyramide à degrés de Saqqara et la grande pyramide de Gizeh, il y a en fait toute une série de modèles intermédiaires. Donc déjà, ça invalide l'idée que les Égyptiens, première pyramide qu'ils auraient construite, c'était la pyramide de Gizeh. Dans les faits, on voit qu'ils ont tâtonné, il y a eu des pyramides où ils ont même rectifié l'angle de la pente, c'est ce qu'on appelle la pyramide rhomboïdale, grosso modo toujours à peu près dans la même région de cette époque-là. Donc il y a deux pentes sur les pentes de la pyramide, parce que grosso modo, ils ont dû accélérer la finition de la pyramide. Voilà. Donc on ne va pas s'arrêter sur les pyramides d'Égypte, parce que sinon on y passerait trop de temps. Alors, attends, descends un petit peu le... Voilà. Alors ça, c'est pas tout à fait en Égypte. Vas-y, descends, remonte plutôt vers le haut, qu'on voit un petit peu. Voilà. Là, c'est une imitation de pyramide, mais non plus en Égypte, c'est dans le royaume de Kouch au Soudan, où là on va trouver plein de pyramides. Il y a des petites pyramides, alors ce sont des pyramides tombeaux, mais qui sont directement imitées de la mode, parce qu'en fait cette région-là va être au contact de l'Égypte, à un moment donné d'ailleurs en partie conquise, et après à une certaine époque, ce sont eux qui conquéreront l'Égypte. Il y aura une dynastie, ce qu'on appelle la dynastie des pharaons noirs en Égypte, qui viennent de ces régions-là, et là clairement, eux, ils fantasment sur les pyramides, et donc ils construisent leur propre tombeau funéraire sous forme de petites pyramides. Alors, ce sont de toutes petites pyramides, elles ne sont pas du tout aussi grandes, voilà, donc on retrouve la même logique, mais elles sont beaucoup plus modestes. Voilà, donc là vous êtes du côté du Soudan, voilà, on peut en passer d'autres, voilà. À l'époque ça donnait ça, donc ils sont clairement des imitations, même les portes d'entrée, comment dire, ce sont les pylônes que l'on a en Égypte, donc clairement, comme nous on a fait parfois des pyramides, inspirées des pyramides égyptiennes dans notre propre architecture à certaines époques, et bien à cette époque-là, comme on a construit des temples romains en Gaule, et bien là ils ont imité des pyramides, mais ce n'est pas des Égyptiens qui les construisent, c'est donc dans ces royaumes soudanais qui sont au contact. Voilà. Mais là clairement, c'est une diffusion culturelle à partir de l'Égypte pharaonique. Vas-y, tu peux passer parce qu'il y en a quelques-unes, voilà. Alors, on change de continent, là on passe du côté du Mexique. Ce que vous voyez comme une colline, c'est en fait une ancienne pyramide qui était en fait la plus grande. C'est à ce jour, je dirais, la plus grande, sauf qu'elle a été énormément érodée, elle a été abîmée, à tel point que de loin ça ressemble à une colline. Il a fallu faire des coupes transversales pour se rendre compte que c'était effectivement des bâtiments construits par donc les peuples de cette époque-là du côté du Mexique, d'ailleurs à tel point que ça ressemblait à une colline qu'ils ont même construit une chapelle au-dessus que vous voyez, qui évidemment n'est pas d'époque. Voilà, puisque là ce que vous voyez un petit peu dégagé au pied, c'est les archéologues qui ont dégagé cela, sinon la pyramide avait été totalement recouverte, en plus il y a des dépôts
éolien de sable et de poussière, petit à petit, la végétation avait tout recouvert à ce niveau-là. Donc ça faisait un énorme tel, mais qui en réalité était une construction pyramidale, une vraie pyramide, mais sur le modèle des pyramides d'Amérique centrale. Voilà. La même chose vue sous une autre coupe. Voilà, toute cette partie-là, ça vous donne une idée des fondations qui sont là en pierre. Elles ne sont pas des pierres aussi grosses que la pyramide de Gizeh, mais voilà, là ce que vous voyez, c'est ce qui a été dégagé par les archéologues mexicains. Vas-y, avance, avance. Voilà. Alors, on quitte du côté de l'Amérique centrale, on descend un petit peu du côté du Yucatan. Donc là, c'est une pyramide. Non, en réalité, c'est pas une pyramide. C'est un temple maya. C'est une plateforme surélevée. Et ce que vous voyez au-dessus, c'était le sanctuaire où on faisait les sacrifices humains. Ça n'a jamais été un observatoire astronomique. Et par contre, la maison que vous voyez au-dessus, c'est le modèle des maisons traditionnelles des Mayas. Ce que, du côté des archéologues, au départ, on ne voulait pas, en fait, considérer comme étant en relation avec ces populations des Indiens mayas qui vivaient dans la faune. Voilà. Alors, on passe Tikal. Là, très connu, ça c'est Palenque, c'est Chichén Itzá, c'est ce que vous avez d'ailleurs en couverture souvent des magazines que je vous ai montré tout à l'heure là, sur cette histoire mystérieuse. Vas-y, tu peux avancer. Voilà. Autre exemple, toujours dans le cadre mésoaméricain, toujours dans les cités mayas. Vas-y, parce que... Voilà. Voilà. Ça aussi, c'est un temple très connu. En fait, ce sont des niches. En fait, tout autour, il y en a 365, autant que de jours dans l'année. Vas-y, montre voilà, notre vue. Voilà. Donc là, vous êtes sur le site de Tajín, c'est du côté de Veracruz. Et alors, c'est pas tout à fait... Là, c'est pas des Mayas, mais on voit qu'il y a évidemment des échanges culturels dans toute cette région. C'est en fait une cité, pas toltèque, totonaque. Voilà, excusez-moi. Donc on retrouve ce type d'architecture toujours dans cette région-là, sur le même principe. Vas-y, continue. Voilà, là, autre site, ça c'est toujours du Maya, donc on peut passer, parce que sinon... Alors, petit rappel, les Mayas, c'est pas l'Antiquité. Les Mayas sont contemporains de l'ère chrétienne, donc aucun rapport avec 3002 avant Jésus-Christ. D'accord ? Les cités mayas, l'apogée, c'est début de notre ère, à peu près jusqu'à 900 de notre ère. Voilà. Toujours, ça c'est de la cité maya. Voilà. Alors là, on s'arrête un petit peu. Ce sont de grandes pyramides. Alors là, qui ne sont pas aztèques ou mayas. Ça existait avant. C'est le site de Teotihuacan. Vas-y, montre, s'il te plaît. Voilà, c'est juste au-dessus. Alors, il y a deux grandes pyramides sur ce site. Après, il y en a des plus petites. Il y a ce qu'on appelle la pyramide du Soleil et la pyramide de la Lune. Mais en fait, on ne sait pas si elles étaient dédiées au Soleil ou à la Lune. C'est que, comme il n'y a pas d'indication, c'est plutôt une attribution, on va dire, parce que ça correspond à des choses un peu logiques dans leur cadre de panthéon, dans leur cadre religieux, mais voilà, ces appellations, c'est sous caution, voilà. Alors, Teotihuacan, c'est au nord de Mexico. C'était déjà abandonné le site lorsque les Aztèques vont s'installer à Mexico. Et ça va donner lieu à, d'ailleurs, toute une mythologie aztèque par rapport à la création du monde, la création de l'humanité, attribuée à ce site, qui était une très grande ville. C'était plusieurs centaines de milliers d'habitants qui vivaient sur place. Le site est gigantesque et on n'a pas encore fouillé, même pas la moitié du site a été fouillé. Voilà, il y en a pour je dirais presque des siècles de fouilles. Or, la construction de ces sites, en fait, commence au début de notre ère. Donc, vous voyez marqué, c'est 250, 650 après Jésus-Christ. Voilà. Allez, on avance un petit peu. Voilà. Ça, c'est une pyramide un peu plus petite. Mais attention, là, les perspectives, vous n'avez pas d'échelle. C'est un petit peu trompeux, parce que c'est quand même un beau bâtiment. Hein. En hauteur, ça fait, je crois, 40 mètres de haut, 50 mètres de haut, le sommet. Voilà. Donc, toujours à Teotihuacan, au Mexique. Voilà. Ça, c'est vu d'une pyramide. Donc, c'est ce qu'on appelle notamment l'allée des morts. Alors, d'un côté... Voilà, vous avez la pyramide de la Lune que vous voyez, et en fait la photo est prise depuis la pyramide du Soleil. Voilà. Autre exemple, dans l'architecture aztèque,
ce qu'on appelle les théocalis. Alors ça reprend le même principe des temples mayas que vous avez vus. Grosso modo, une plateforme surélevée avec au-dessus un sanctuaire. Là, c'est un double sanctuaire à Mexico, où on faisait des sacrifices humains, c'est-à-dire la cardiectomie quand on ouvrait la... Comment dire voilà. Si vous voulez, on fera ça après, ce sera la période gore de la conférence. Aucun rapport avec l'histoire des pyramides, mais... Voilà. Et donc, 20 000 personnes sacrifiées lors de l'inauguration de ce grand théocalis de Mexico à l'époque des Aztèques. Les Aztèques, je vous rappelle, ils sont contemporains des conquistadors. Hein. C'est pas une civilisation antique. Maya, Aztèques, c'est des contemporains. L'empire Maya, d'ailleurs, n'est pas un empire très ancien. Pareil pour les Incas, c'est des choses qui sont à la charnière du XIIIe, XIVe siècle de notre ère. C'est pas de l'Antiquité. Mais bon, allez, on passe. Allez, alors là, on va du côté de l'Amérique du Sud, mais vraiment le continent de l'Amérique du Sud. C'est pas du côté des Incas, c'est une civilisation... non, montre-nous un petit peu la légende. Voilà. C'est une autre civilisation qui est avant les Incas, parce que dans la région des Incas, dans cette région des Andes, ou de l'Amérique du Sud, il y a pratiquement 5000 ans de civilisation, 6000 ans de civilisation empilée, et de grandes cités, parfois avec des constructions urbaines, de grands sites, donc c'est absolument pas, les Incas ne sont pas du tout les premiers, ne sont que les derniers. Et notamment, vous avez de grandes cités qui possédaient des temples, toujours dans une logique de plateforme. Ça, c'est notamment ce qu'on appelle donc les pyramides donc c'est dans la vallée de la Moche, et c'est la culture des Mochicas, qui est une grande civilisation avant. Alors, c'est de la terre, c'est pas de la pierre, c'est de l'adobe, ce qui fait que c'est retombé en poussière. Mais il faut imaginer que le monument était beaucoup plus grand. Elle faisait, la plateforme, 230 mètres de côté, vous l'avez marqué, 18 mètres de haut, et correspondait à 7 terrasses superposées. Voilà. Vas-y. Voilà. Donc ça voilà. Alors, va pas aussi vite. Voilà. Remonte un petit peu sur l'image précédente. Voilà. Donc ce que vous avez là, c'est des vues de ce qui reste aujourd'hui des sites. Donc il reste plus grand-chose. Mais à l'époque, c'était des sites très importants et très densément peuplés aussi. Voilà. Toujours le même site, sur place, voilà. Donc c'est des bâtiments qui faisaient 80 mètres sur 60. La pyramide actuelle ne fait que 20 mètres de haut, mais il faut imaginer qu'elle était beaucoup plus haute à l'époque, puisque les parties supérieures ont été détruites avec le temps. Voilà, on avance, voilà, autre vue. Alors ça, c'est pas exactement la même civilisation, c'est pas les Huacas, c'est encore avant, c'est ce qu'on appelle la culture Chan-Chan, c'est encore plus ancien, et vous retrouvez, là vous avez des échelles de personnes, mais qui sont au tout début, il faut imaginer en haut, en fait, la hauteur du bâtiment, enfin de ce qui est en fait une pyramide à degrés, si vous voulez, dans le sens où c'est un empilement de plateformes. Vas-y, avance un petit peu. Voilà, autre vue. Ça, c'est les pyramides de Caral. 2600 ans avant Jésus-Christ. En fait, là, je vous ai fait une présentation partant des plus récentes vers les plus anciennes. Donc, au départ, on était dans le cadre de notre ère. Là, on est 3e millénaire avant Jésus-Christ. 2600 ans avant Jésus-Christ. Bon, c'est pas tout à fait l'époque des pyramides, mais vous êtes quand même du côté du Pérou, hein, à cette époque-là, avec des sites très importants, des villes, de l'humanité, et il faut des dizaines de milliers de personnes vivant sur place pour construire, entretenir ce type de bâtiment. Voilà. On avance. Voilà, c'est une autre vue toujours de la pyramide de Caral, parce qu'il y en a plusieurs, donc ça c'est ce qu'on appelle la pyramide Mayor. Voilà, vas-y, passe, parce que... Voilà. Donc on retrouve toujours l'idée de plusieurs terrasses empilées, et le sanctuaire est au-dessus. Voilà. Vas-y, continue. Voilà, alors, on change tout de continent, on va du côté de la Chine. Et bien, du côté de la Chine, il y a des tumulus, à l'origine, qui, petit à petit, à certaines époques, pour certaines cultures chinoises, ont été transcrits dans la pierre, et grosso modo, ils ont retrouvé une forme pyramidale. C'est pour ça qu'on appelle ça des tumulus pyramides, et il y en a des centaines en Chine, sauf qu'ils ont été découverts relativement récemment, et en fait, pendant très longtemps, ils étaient totalement inconnus des archéologues. Voilà. Alors, ils ne sont pas toujours très importants. Certains
enfin, quand je dis ils ne sont pas toujours très importants, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément toujours de grands bâtiments, il y en a qui sont plus importants. Celui-là, par exemple, eh bien, c'est l'érosion, puisque c'était pas de la pierre, c'était en partie en adobe. Ce que vous voyez, c'est en fait le cône central du bâtiment qui était, encore une fois, avec un empilement en terrasse. Voilà. C'est ce qu'on appelle les tombes royales des Xixia, qui étaient une ethnie en Chine, voilà, dans l'Antiquité chinoise. Vous trouverez tout ça sur Internet sans trop de problèmes. Alors, autre chose qui ont parfois été associées à des pyramides, généralement par les mêmes, puisque la société théosophique se revendique de l'Orient, de l'Inde. Blavatsky se disait missionné par en quelque sorte une sorte d'Agartha, une sorte de Shambhala, des grands maîtres, de grands initiés vivant en Orient du côté du Tibet, et ils vont associer ça aux temples pyramidaux que l'on a du côté de l'Inde, Inde actuelle, là c'est plus de l'Antiquité. Vas-y, montre le bas du document. Enfin, plutôt le bas de la photo. En fait, ce que vous voyez là, c'est le haut du bâtiment qui est sous la forme, en fait, c'est pas une pyramide pour eux, c'est ce qu'on appelle, en fait, une montagne sacrée. Bon. Alors, évidemment, on ne peut plus kitsch et baroque en termes de couleurs, ça explose partout, mais beaucoup de pyramidologistes, ou plutôt de pyramidomaniaques, voudront inscrire cela dans une pyramide. Voilà. En fait, tout ce que vous avez en statue dessus, ce sont des dieux. Autre exemple, qui pour eux sera une pyramide. Alors, vas-y, montre-nous la légende. Voilà. Donc là, c'est un temple toujours en Inde. La région, là, je ne sais pas du tout où ça se trouve à cette heure-ci, il faudrait que je revisite mes cartes, mais vous retrouvez toujours ce principe, un petit peu comme nos clochers, si vous voulez, où vous avez cette sorte d'élancement vers le haut, parce que la partie du sanctuaire, elle est à l'intérieur, dans les salles qui sont en bas, elles ne sont pas à l'étage. Par contre, vous êtes dans une logique de monter vers le ciel, vers les dieux, vers Indra, puisqu'on est du côté de l'Inde. Voilà. On avance. Alors là, peut-être vous reconnaissez, c'est le site de... Vas-y, on fait un petit quiz. Alors là, c'est le Cambodge. Vous êtes avec le temple d'Angkor Wat. Et alors là, certains y ont vu... Alors, chacun peut être pensé comme une pyramide, mais la forme globale peut être pensée dans une pyramide. En fait, là, il faudrait rajouter des traits invisibles, puisque pour eux, on n'est plus dans une pyramide matérielle, on est dans une pyramide spirituelle. Donc, elle n'est pas là, mais tu peux l'imaginer. Et si tu l'imagines, la pyramide, c'est donc ça rentre dans la catégorie des pyramides. Hop, allez, on avance un petit peu. Merci. Oh, alors là, ça part dans tous les sens. Voilà. Ça, c'est Borobudur à Java, en Indonésie. Alors là, bien sûr, on est assez loin de la pyramide basique égyptienne, mais ça remonte toujours vers le ciel. Il y a un truc pointu au sommet. Alors, encore une fois, c'est un empilement. Vas-y, montre-nous l'image suivante. Vous avez... Voilà, une autre coupe. Voilà. Et pour eux, ça rentrera dans la logique d'une pyramide. Pas parfaite, si je puis dire, mais ça rentrera dans la catégorie... Voilà. Et ça, je ne plaisante pas. Vous avez à Toulouse, bien connu du côté de l'ésotérisme, parce qu'il y a toute une série de traditions, comme la Rose-Croix, Amor, Coup d'Octre. Alors eux, c'est d'ailleurs notamment chez eux qu'on trouve... pour certains de leurs auteurs, des associations entre Saint-Cernin, puisqu'ils se disent remonter à l'Égypte, la Rose-Croix à Morque. Et alors évidemment, pyramide en Égypte, bon, il n'y a pas de pyramide à Toulouse. Mais, grosso modo, on a un truc pointu, et c'est vrai que, voilà, oui, c'est vrai, si tu prends les dimensions, voilà, tu peux dire que c'est inscrit dans une pyramide. Et donc pour eux, ils vont pouvoir... Alors, les différents niveaux du clocher de Toulouse vont pouvoir être mis en relation, pourquoi pas, avec différents niveaux vibratoires quand on monte vers les niveaux les plus spirituels. Ça coûte pas cher à écrire ce genre de choses, ça coûte le prix de l'encre. Bon, allez, on avance un petit peu, donc ça fait rigoler là avec la cathédrale. Mais alors là, attention, là, on est dans un moment intense du côté des pyramidomaniaques. Parce que là, vous avez... Attendez, on est à Washington, le Capitole. Attends, c'est bien connu. On a les francs-maçons, les billets d'$1, il y a même une pyramide dessus. Donc là, certainement, on va retrouver des complots, une société secrète. Bref, Quanon n'a presque rien inventé, si je puis dire. J'ai envie de plaisanter là-dessus. Mais donc, dans leur théorie, voilà, ils vont l'inscrire dans la forme pyramidale, etc., etc. Vas-y, tu peux passer la suite.
Voilà. Alors là, je ne vous parle même pas de la création d'une pyramide au Louvre à Paris, ou alors là, du côté des Dan Brownesques et autres, amateurs de ce genre de littérature, on va s'en donner à cœur joie, avec toute une série de discours, voilà. Alors, cette pyramide-là, généralement, elle rentre un peu moins dans leur discours pyramidomaniaque, parce que ça, c'est à Las Vegas, c'est un casino, mais bon, on ne sait jamais, au cas où, on pourra bien trouver quelques nœuds telluriques bien particuliers dans cette ville qui va permettre d'expliquer cela. Alors, j'en plaisante un petit peu, voilà. Tu peux remonter sur les images, voilà. Bon. Donc, ce constat d'une architecture à peu près sanctuelle, on passe les trucs modernes, on passe évidemment notre modernité. En réalité, si on rentre dans le détail, les pyramides, comme je disais, pré-Inca, du côté de la civilisation de Caral, Chachán, Lechimu, Mochica, il y en a bien d'autres. La question qu'il faudrait se poser, elle est la suivante. Parce qu'évidemment, leur thèse, pour expliquer tout cela, c'est pas simplement, pourquoi pas, des rayons d'énergie pour construire les pyramides de Gizeh. En fait, du côté des pyramidomaniaques, ils vont expliquer cette universalité, ça fait partie de leur discours de la forme pyramidale, en disant que, à l'origine, ça c'est la première théorie historique, il y avait une civilisation mère qui a construit ces pyramides. C'est pas les Égyptiens qui les ont construits, c'était une civilisation mère. Et cette civilisation mère, c'était laquelle? Voyons si vous avez suivi. C'est l'Atlantide. Alors, l'Atlantide, il faudra me faire revenir là-dessus une autre fois, voilà. Bon, l'Atlantide est née avec Platon et elle disparaît avec Platon. À l'époque de Platon, tout le monde le sait, tout le monde n'a aucun doute là-dessus. C'est juste qu'il y a des gens qui ne comprennent pas Platon en le lisant. Bon. Et qui prennent Platon au sérieux quand il raconte cette histoire. C'est à peu près comme quand Zemmour confond Gengis Khan et les Huns ou ce genre de choses, point de vue de l'histoire. C'est aussi évident pour un grec de cette époque-là que ce qui est raconté n'est pas possible. Bon, déjà, Platon n'a jamais voyagé en Égypte, ça fait partie de la mythologie même du côté des philosophes. Alors, en fait, l'idée d'une civilisation mère disparue qui aurait construit cette civilisation, enfin ces pyramides, c'est ce qui va permettre d'expliquer, pour eux, qu'on va trouver des pyramides du côté de l'Amérique précolombienne et du côté de l'Égypte. Et donc ils diront, l'Égypte était une colonie atlante, l'Amérique précolombienne était une colonie atlante. Bon, la question où elle est passée l'Atlantide, hop, elle est dessous, mais on a l'équivalent dans cette théorie d'une civilisation mère à l'origine de ces pyramides, parce que là ce que je vous ai montré c'est la version light, parce qu'on trouve d'autres théories sur les pyramides. Certains vont les mettre en Orient, vont les mettre en Asie, etc., etc. Et on a une autre histoire d'un continent disparu, c'est le fameux continent Mu. Pareil, encore une fois, c'est une apparition livresque et une disparition tout autant. C'est une sorte de... Alors c'est Churchward qui va lancer cette histoire, mais il y en a qui vont vous dire, pour expliquer les pyramides de Pâques, pour expliquer les tikis polynésiens, pour expliquer tout ça, il nous refait l'Atlantide, mais en version du Pacifique. Et évidemment, comme pour l'Atlantique, il faut qu'elle ait disparu, ce continent Mu, voilà. Alors, et tous ces auteurs vont revisiter ces histoires de pyramides d'une manière ou d'une autre en disant qu'elles proviennent de l'Atlantide. C'est-à-dire qu'elles sont soit construites directement par les Atlantes, soit les civilisations ultérieures qui ont été au contact des Atlantes, voire colonisées par les Atlantes, vont à leur tour imiter la civilisation mère. Ça, c'est la deuxième théorie, c'est-à-dire que ce n'est pas directement les Atlantes qui les ont construits, ce sont les autres qui les ont imités. Voilà. Ensuite, vous allez avoir sur nos pyramides une théorie qui va être aussi courante pour les expliquer. Pour expliquer pourquoi ils faisaient des pyramides, c'était parce que ces pyramides, elles sont construites en fonction d'une connaissance ésotérique de type numérologique. Parce qu'évidemment, dès que vous avez des pyramides, on peut à peu près leur faire dire tout ce qu'on veut en termes de proportions géométriques. Oubliant que parfois, ce n'est pas des unités en mètres qu'il faudrait utiliser, mais utiliser la coudée égyptienne utilisée pour les construire, parce que ça change les calculs. Dans certains cas, on a comme ça des choses amusantes. On ne parlera pas des arrondis, parfois assez arrondissants, qui sont faits pour que ça rentre dans les trucs. Voilà. Et donc, ils vont dire que la pyramide, alors soit elle est inscrite dans le nombre d'or, soit il y a des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir tout un délire de type numérologique
pour attribuer aux pyramides un pouvoir. Quel pouvoir? Ça, on ne sait pas, en tout cas. Mais ils vont dire qu'elles sont construites grâce à ces connaissances, donc d'une sorte, voilà, comment dit-on, de numérologie qui aurait des propriétés qui soit parfois sert à expliquer les événements futurs. Certains vont comme ça faire une théorie comme quoi, en étudiant les proportions de la grande pyramide de Gizeh, c'est la version Nostradamus du côté des pyramides, on peut en déduire tous les grands événements de l'histoire. Enfin, évidemment, tous les événements de l'histoire qui se sont déjà passés et que l'auteur connaît. Parce qu'avec ça, il ne prévoit pas la prochaine crise financière, ni les attentats du 11 septembre à New York. Il prévoit toujours, avec une pertinence explicative, ce qui s'est déjà passé. C'était inscrit dans la pyramide, évidemment, après que ce soit passé. Ensuite, autre type de théorie qui va être développée, ce sont des théories de type radiesthésiste. En fait, là, il y a il y a plusieurs théories, mais ce sont ce qu'on appelle des théories énergétistes. C'est-à-dire qu'ils vont dire que si les anciens faisaient des formes pyramidales, c'était pas pour, en quelque sorte, faire joli à l'horizon, mais parce que la forme de la pyramide captait des énergies. Bon, ne me faites pas le sketch, bien sûr que d'un point de vue énergétique, ça ne veut rien dire. Ils connaissent pas, ils comprennent pas la notion d'énergie, c'est clair, mais ils vont dire, parce qu'ils pensent l'énergie comme un fluide. Et donc ils vont vous dire que la pyramide canalise les énergies, alors énergie cosmotellurique, énergie cosmique, énergie spirituelle, enfin tout ce que vous voulez, et vous avez comme ça toute une série de théories dites énergétistes pour expliquer que ces pyramides, elles sont pas simplement pyramidales, mais elles ont des pouvoirs. Du style, si vous construisez une petite pyramide chez vous, pas en moellon et parpaing, mais par exemple en bois ou en métal, simplement la forme pyramidale, et vous mettez une pomme à l'intérieur, ben la pomme, elle va pas vivre sa vie de pomme et se décomposer, ou être, un petit peu, finir par pourrir. Ils vont vous dire que ça la conserve. Parce qu'évidemment, cette énergie que canalise la pyramide va en quelque sorte momifier la pomme, et alors ils vont vous dire, vous mettez de la viande, elle ne rentre pas en putréfaction, vous mettez un rasoir, c'est génial, il s'auto-aiguise tout seul. Vous avez toute une littérature comme ça sur le pouvoir extraordinaire régénérateur. Alors en plus, si vous avez des pierres avec des cristaux bien particuliers, là ça marche du tonnerre de Dieu, si je puis dire, du tonnerre de rat, il faudrait dire, là, voilà, avec ces pyramides. Et alors, dans cette idée des pyramides comme canal cosmotellurique, vous avez une variante beaucoup plus récente qu'on appelle les ondes de forme. C'est la forme de la pyramide qui générerait des ondes vibratoires. Alors ça, c'est une théorie radiesthésiste de quelques allumés sympathiques, mais sur Internet, quand vous achetez leurs livres, ils vous marquent toujours que c'est démontré scientifiquement. Bon, ces trois radiesthésistes, à part eux qui ont écrit ce bouquin, et des autres qui ont repris la même idée, mais sur le même principe, il n'y a aucun travaux, il n'y a aucun fait, mais c'est présenté comme si c'était une découverte qui était connue, reconnue. C'est associé à la notion, par exemple, vous savez, la Terre vibre à une certaine longueur d'onde, tous les objets vibrent à une certaine longueur d'onde. Évidemment, les pyramides, elles vibrent à une longueur d'onde tout à fait exceptionnelle et qui aurait des pouvoirs qui pourraient être de régénération, des pouvoirs télépathiques, enfin en tout cas d'amplification de pouvoirs parapsychologiques. En fait, cette version des ondes de forme, c'est une sorte de variante entre la radiesthésie et plus tard ce qu'on aura avec notamment les mouvements New Age qui investiront dans cette idée des ondes de forme. Donc c'est comme ça que vous pouvez trouver dans le commerce toute une série de petites pyramides que vous pouvez acheter, pas simplement pour la déco sur une étagère, mais parce qu'elles sont censées avoir des pouvoirs. Par exemple, elles chassent les mauvaises énergies, elles purifient l'air de la pièce. Vous allez avoir comme ça des discours allumés où elles ont même un effet ionisant sur l'air, voire anti-Covid. Ça, je l'ai trouvé aussi. Écoutez, si déjà les gens en croyaient ça, rajoutez ça, ça coûte rien. Bon. Ah bah oui, voilà. Sauf que le sida est peut-être pas une maladie politiquement correcte dans cet univers-là, on ne sait jamais. Bon, en tout cas,
cette affirmation que la forme pyramidale purifie, détoxifie vos chakras, comment dire, éveille, comment dire, pourquoi pas, vos énergies subtiles, permet, comment dire, par exemple, on fait même des massages énergétiques, hein, on vous met de petites pyramides à l'endroit des chakras pour faire tourner un petit peu ces choses-là plus facilement. Oui, oui. C'est juste que vous ne connaissez pas ces salons de massage. Hein, voilà. Mais ça existe bien comme type d'activité de développement personnel, de purification énergétique, de purification vibratoire. Et alors, quand ils s'amusent à faire des photos à effet Kirlian avec des pyramides, ça vous donne de superbes images, là aussi, qu'ils attribuent aux pyramides, alors que l'effet Kirlian, c'est tout simplement un champ électromagnétique, mais parce qu'on met l'objet concerné, on le soumet à un champ électromagnétique. C'est pas l'objet comme tel, c'est parce qu'on le met dans un champ électromagnétique. Une autre fois, nous pourrons reparler des photos dites à effet Kirlian, vendues à une époque très chère, ça doit toujours se faire, voilà, en expliquant que c'était l'aura, que c'était le corps énergétique, alors que vous prenez un trombone, vous le mettez dans le bon dispositif, et vous aurez un magnifique effet Kirlian autour du trombone. Je pourrais même vous apporter une machine, on peut le voir à l'œil nu, on peut faire un effet Kirlian visible à l'œil nu, tout simplement parce que vous mettez l'objet dans un, on va dire, un courant électrique. Excusez-moi Eric, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est l'effet Kirlian, il y a que moi qui... C'est bon pour tout le monde ou il y en a qui sont perdus là? L'effet Kirlian, c'est la fameuse feuille coupée où tu vois une sorte d'aura qui continue à exister sur la photo qu'on te présente. En réalité, c'est un montage, il faut 2 temps. Le temps où la feuille elle est complète, où tu prends le truc, etc. etc. L'effet Kirlian, pareil, c'est un phénomène physique bien réel, mais avec une interprétation totalement fantasmagorique. Voilà. Oui, oui, tu y es. Voilà. Voilà. Sauf que, alors, voilà, les feuilles. Sauf que moi, quand je le fais avec un trombone ou une petite cuillère en métal, parce qu'il faut qu'elle soit en métal, ça marche mieux, ça casse le mythe du rêve de l'effet Kirlian. Voilà. Parce que quand vous le mettez avec l'appareil à plasma, vous avez ça. Si vous ne le mettez pas dans le champ électromagnétique, il n'y a rien du tout. Voilà. Bon, mais on avance un petit peu, parce que là, on est sur... Voilà. Merci. Désolé pour l'interruption. Alors, la grande raison de ces formes pyramidales qu'on trouve dans toutes ces cultures et ces civilisations, pour vous faire une histoire courte, déjà, elles ne sont pas aussi universelles, parce qu'il y a des tas de civilisations qui ne vont pas construire de pyramides, qui ne vont pas s'investir dans ce type d'architecture. Vous avez, vous, déjà vu des pyramides en Grèce? Le Parthénon? Bon, alors là... Non. Il y a des triangles au sommet des temples. Des frontons, pas des pyramides. Voilà, bon, parce qu'à ce moment-là, dès que tu trouveras un triangle dans la moindre construction, si tu proclames « Alléluia, c'est une pyramide », alors là, comment dire, Pythagore faisait des pyramides sans le savoir. Hein. Bon, non, vous avez des tas de civilisations qui ne font pas de bâtiments de ce type-là, avec une architecture, avec une forme plus ou moins pyramidale. Par exemple, du côté des Celtes, ils n'ont pas d'architecture pyramidale. Stonehenge, un grand classique, n'est pas en réalité de nature pyramidale. Donc, déjà, cette thématique comme quoi ce serait universel, ça ne tient pas la route. Seules certaines civilisations vont adopter ce type d'architecture. Et en fait, il y a quelque chose qui est évident. Si vous êtes un architecte, c'est que si on repasse toutes les civilisations concernées qui vont construire avec des formes pyramidales, alors je vais oser désacraliser la chose de cette manière-là, c'est grosso modo parce qu'ils sont incapables de faire le Parthénon d'Athènes. C'est que grosso modo, ils ne connaissent pas la clé de voûte, ils ne connaissent pas les arcs-boutants, et que pour construire en hauteur, ils ne savent pas faire autrement que d'empiler des trucs pleins sur d'autres trucs pleins pour monter en hauteur. Parce qu'ils cherchent à avoir une hauteur, soit parce que ça permet de se rapprocher du ciel, ça c'est propre aux croyances religieuses, soit parce que ça permet d'avoir, quand vous avez une place, une visibilité pour tous, sauf qu'on ne sait pas construire en hauteur un mur fin ou un bâtiment avec un mur fin et vide dans ces époques d'architecture. Vas-y, remontre-nous les trucs. Reviens à Saqqara. Ils veulent construire en hauteur, sauf qu'ils n'ont pas les techniques, les technologies architecturales pour le faire. Donc, le point commun, pas de ces bâtiments, mais vas-y, remonte vraiment à ceux qui sont antiques. Voilà, comme on le voit là. Vas-y, tu peux t'arrêter, voilà.
grosso modo, ils veulent construire en hauteur. Mais quand vous n'avez pas de poutres en métal, quand vous n'avez pas toutes ces technologies architecturales qui n'arriveront que beaucoup plus tard en termes de maîtrise, ben comment vous faites pour construire en hauteur? Ben vous n'avez pas 36 000 possibilités. Ça, c'est ce qu'on appelle des contraintes architecturales. Si vous voulez monter en hauteur quand vous ne connaissez pas, ben vous n'allez pas faire des assises qui s'empilent de même hauteur, parce que vous avez un effet de report sur l'extérieur. Donc pour éviter ça, la seule possibilité que vous avez, c'est de faire un étage supérieur qui soit plus étroit que l'assise. Et c'est comme ça que vous montez en empilant des étages, mais où à chaque fois, l'étage est plus petit. Donc là, ce qu'on voit, c'est pas du tout une volonté de construire une pyramide. Construire haut, oui. Construire majestueux, grand, imposant, parce qu'il y a des arrière-plans politiques et de pouvoir, oui. Mais pourquoi ils adoptent cette forme? Ben parce qu'ils sont incapables de faire une cathédrale gothique. Architecturalement, le Parthénon est 1000 fois plus complexe que les pyramides d'Égypte. Sauf que les pyramides d'Égypte, elles sont massives, elles sont, on va dire, bien géométriques en apparence de cet ordre-là. Alors oui, il y a beaucoup de choses il y a plusieurs hypothèses, évidemment, qui sont débattues pour les pyramides de Gizeh, notamment les 3 grandes, parce que là, il y a un effet de massivité, d'ampleur pour les chantiers, pour les blocs. Mais ensuite, la technique architecturale, c'est un tas de cailloux égalisés. Architecturalement, il faut arrêter de délirer sur les pyramides. Les pyramides, c'est un tas de cailloux égalisés. Vous faites un tas de sable, vous déversez un tombereau de sable, il va naturellement prendre une forme pyramidale à peu près de 45 degrés, puisque c'est une forme, et on voit qu'en Égypte, ils ont testé cela pour la paroi, parce que c'est à peu près à ce moment-là où vous n'avez plus d'effet de, comment dire, le tas, s'il est trop pointu, il s'écroule, et s'il est trop, l'angle n'est pas assez ouvert, en fait, ça n'a pas d'effet voulu. Donc, vous prenez un tas de sable, il va s'égaliser naturellement par les forces physiques, la résistance des grains de sable et la gravitation, à peu près sous une forme vaguement pyramidale. Parce qu'il n'y aura pas d'arête, évidemment. Mais si on revient sur tous les bâtiments que vous voyez, ce que vous avez, c'est en fait de fausses pyramides au sens égyptien, parce que ce que vous avez, c'est en fait plutôt des temples plateformes. C'est-à-dire que vous avez tout le bâtiment, remonte jusqu'aux ziggourats de Babylone. C'est le véritable point commun, c'est que ce sont des plateformes pour être plus proches des dieux, plus proches du ciel. Voilà. Montre-nous l'image d'avant, elle est plus complète. Le sanctuaire n'est pas à l'intérieur, ce ne sont pas des tombeaux, c'est au sommet. C'est au sommet où se fait le culte, parce que les dieux concernés sont ce qu'on appelle des dieux ouraniens, des dieux du ciel, dans pratiquement toutes les cultures qui vont faire ce type de bâtiment. Sauf que quand vous ne savez pas comment construire en hauteur grande et massif, ben la forme, ça c'est ce qu'on appelle donc une contrainte architecturale, vous avez à ce moment-là une perspective pyramidale qui apparaît, donc ça ressemble à une pyramide parce qu'on veut l'inscrire dedans, mais les constructeurs n'ont pas voulu faire de pyramide. En fait, c'est une silhouette qui est vaguement pyramidale, mais qui n'a pas la même du tout fonction que les pyramides d'Égypte. Et là, ça repose, si vous voulez, sur ce qu'on appelle en fait des registres de contraintes architecturales. En fait, c'est ce qu'on appelle une exaptation architecturale. Quand vous voulez faire certaines choses, mais que vous n'avez pas certains types de techniques, vous avez des sortes de contraintes qui font que vous allez retrouver les mêmes types de construction, ce qui fait qu'il n'y a pas de relation géographique, historique ou culturelle entre toutes ces civilisations concernées, sauf si vous prenez le Soudan et l'Égypte, où là c'est clair et net, parce que là on sait que le phénomène, c'est simplement que en Mésopotamie, là vous êtes au 3e millénaire avant Jésus-Christ, en Égypte, ou dans ces civilisations d'Amérique précolombienne, séparées par des siècles, voire des millénaires, quand vous voulez construire haut et en hauteur pour ces mêmes fonctions, votre bâtiment, il ne peut pas prendre la forme d'un gratte-ciel. Vous ne pouvez pas faire un clocher ou une cathédrale comme une cathédrale gothique, vous ne savez pas le faire. Donc grosso modo, vous allez devoir faire du massif, du mastoc, du solide, qui résiste à l'épreuve des millénaires, et grosso modo, vous allez empiler couche sur couche pour avoir votre plateforme cultuelle au-dessus. Parce que c'est au-dessus, sur la plateforme culturelle, que se faisaient les activités religieuses. Il y a parfois quelques inhumations dans quelques pyramides aztèques ou mayas
à l'occasion, mais c'est anecdotique. L'essentiel, c'est une plateforme surélevée. C'est en fait le modèle de ce qu'on appelle la montagne sacrée, la montagne primordiale, où souvent les dieux vont créer l'humanité ou des choses comme ça. Donc il y a une double fonction qui évoque la montagne primordiale, et ensuite c'est un moyen d'être plus près des dieux. Alors si on est avec donc la Mésopotamie, c'est quoi comme dieu? Je crois que mon mésopotamien est un petit peu lointain à cette heure-ci. Voilà. Mais grosso modo, je vous rappelle que les planètes étaient considérées, les astres errants pour les Mésopotamiens, étaient considérés comme les dieux, voilà qu'ils vénéraient. Et ce que je vous explique là, pour aller à l'essentiel sans s'arrêter sur toutes les civilisations, toutes les cultures, évidemment, les tumulus, bien sûr qu'ils vont prendre une forme à peu près pyramidale avec le temps, parce que quand vous voulez faire un tumulus grand et imposant, qui monte en hauteur, alors vous pourrez mettre une tombe à l'intérieur, vous pourrez mettre un tombeau, mais vous ne ferez pas comment dire, un bâtiment avec du creux, avec donc quelque chose qui monterait en hauteur. C'est pour ça que, historiquement, et ça c'est un fait qui est assez intéressant, ce type d'architecture pyramidale, au sens vaguement pyramidal, on les voit apparaître dans l'histoire de l'architecture et on les voit disparaître. Ça fait des milliers d'années qu'on ne construit plus de bâtiments comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on sait construire des choses que nos Égyptiens ne confondaient pas la taille de la pyramide avec le degré de technicité architecturale que cela implique. Les Égyptiens étaient incapables de construire une coupole. Si vous allez à Rome, si vous regardez le Parthénon, la coupole du Parthénon, en termes de technicité et de complexité architecturale, ça vous écrase toutes les pyramides de la Terre. Ils ne savaient pas le faire, les Égyptiens. Un truc vide, qui est plein de vide, avec un trou, avec une forme comme des coupoles version Sainte-Sophie. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui se sont écroulés avant qu'ils maîtrisent le niveau. Quand vous savez comment, par exemple, au niveau du Parthénon à Rome, non, c'est pas le Parthénon, excusez-moi, le Parthénon c'est Athènes, c'est le Panthéon, c'est-à-dire c'est le temple sous forme de coupole avec un oculus au sommet. En fait, la densité du béton, en plus ils utilisaient du béton qu'ils utilisent, et ce sont des bétons de densité différente pour pouvoir, plus on monte en hauteur, avoir un matériau léger. Hein, ce qui fait qu'il y a même une maîtrise de certains types de matériaux, c'est pas de la pierre dans la coupole, c'est du béton. Les Romains sont l'origine de l'invention du béton, mais qui n'est pas un béton armé. Parce qu'un béton armé, lui, n'aurait pas résisté à l'épreuve du temps, parce que le fer se corrode, s'oxyde et fait éclater le béton. Alors que vous avez des bétons romains, même des bétons maritimes, qui sont, voilà, plus de 2000 ans après, ils ont même des dispositifs de réaction chimique qui recristallisent des minéraux dans ces pierres artificielles, en tout cas issues de ce processus-là. Si je ne me trompe pas, la différence aussi entre les Romains et les Grecs, c'était que les constructeurs grecs, quel que soit leur niveau de compétence, commençaient à fabriquer des bâtiments, quel que soit le type de bâtiment, alors que les Romains commençaient par faire des petits bâtiments, et au fur et à mesure qu'ils remontaient en compétence, avaient la possibilité d'accéder à des chantiers beaucoup plus complexes, et qui font que la structure des bâtiments, il y avait beaucoup plus de connaissances parce qu'ils avaient déjà fabriqué des choses. C'est pour ça qu'on explique aussi aujourd'hui, si je me trompe, qu'il y a des bâtiments romains qui sont encore debout alors que les bâtiments grecs sont effondrés. Alors après, il y a aussi quelques tremblements de terre Oui, qui ont aidé. Parce que les plus beaux temples grecs encore en état ne sont pas en Grèce, ils sont en Sicile, principalement, ou du côté de l'Italie du Sud, parce qu'ils... Voilà. Mais là, c'est pas dû à la technicité architecturale, c'est dû à comment dire aussi à l'activité géologique de certaines régions en Grèce. Et puis un certain boulet de canon qui a percuté le Parthénon à Athènes, qui servait de poudrière, a aussi fortement contribué à sa dégradation architecturale, indépendamment de Lord Engine qui a pris les marbres du Panthéon. Voilà. Bon, une autre fois, nous parlerons, si vous voulez, de la construction du Parthénon en Grèce, parce que architecturalement, oui, c'est quelque chose, il y a un niveau de complexité. Vous avez l'impression que le bâtiment est fait de lignes droites, or il n'y a aucune ligne droite dans le bâtiment. Tout est travaillé pour qu'au point de vue de l'optique, vous ayez cette impression-là, mais justement, pour avoir cette impression-là, il faut fausser toutes les lignes de fuite, donc il n'y a aucune ligne droite au niveau du sol, même la forme des colonnes, sauf que parfois la courbure est tellement grande, il faudrait en fait plusieurs kilomètres parfois pour voir apparaître la courbure de la colonne, en fait, vu
le cercle que ça ferait, qu'on a l'impression que c'est droit. Mais c'est ce qui va donner l'impression de... Donc il y a un degré de la maîtrise optique sur la construction du Parthénon qui est... Enfin voilà, si vous voulez, on en reparlera une autre fois, on est loin des pyramides. Mais pour revenir à ce que je disais, quand je dis que les Égyptiens ou les autres qui construisaient comme ça, c'est pas... Ils faisaient comme ça parce qu'ils ne savaient pas faire autrement. C'est pas une question d'intelligence comme telle, c'est aussi une histoire de technique architecturale qui se complexifie avec le temps. Ce qui fait que même les Égyptiens vont abandonner les pyramides, ils vont passer à des bâtiments beaucoup plus, comment dire, complexes en termes de construction plus tard dans leur histoire, ce qui fait qu'en réalité, les formes pyramidales sont à peu près abandonnées depuis très longtemps, au sens de ce que je vous ai présenté, parce qu'aujourd'hui, on a des techniques qui permettent de faire des bâtiments grands, hauts et massifs, et creux, où on va pouvoir faire des activités. C'est pour ça que la chrétienté, c'est pour ça que le judaïsme, c'est pour ça que l'islam ne font pas des pyramides. Voilà, c'est pour ça que vous avez comme ça toute une série, je cite eux, on pourra en citer d'autres. Alors, certains voudront voir dans les pagodes chinoises une pyramide, mais bon, non, encore une fois, là on rentre dans... Ils voient des pyramides partout. Dans les faits, si vous faites le tour d'autres civilisations, vous allez vous apercevoir que tout ce que vous avez, c'est que quand les gens ont des techniques de maîtrise architecturale plus complexes, ils font d'autres types de bâtiments que des pyramides. Au sens, non pas la pyramide lissée de Gizeh qui n'est propre qu'à l'Égypte, mais ce type de plateformes qui montent en hauteur et qui sont en fait simplement des étages pleins entassés les uns au-dessus des autres. Donc pour faire par exemple le phare d'Alexandrie qui faisait, qui était extrêmement haut, qui faisait plus de 100 mètres, à peu près 100 mètres de haut, qui est un bâtiment creux, vide, ça demandait une maîtrise architecturale qu'à l'époque des pyramides, les architectes des pyramides n'avaient pas. Quand je dis cela, c'est au sens où Newton ne connaissait pas la relativité d'Einstein. Donc il ne faut pas le considérer comme un défaut d'intelligence, mais l'inscription dans une histoire de technique, de technologie, de maîtrise architecturale. Du côté des pyramides, on voit souvent qu'ils tâtonnent. Par exemple, dans la grande pyramide de Gizeh, si tu peux nous remettre le plan en coupe, ils ont mis en place, comme ils ne maîtrisent pas, la suivante s'il te plaît, comme ils ne maîtrisent pas, encore... Non, on l'a pas. Bon, voilà. Bon, malheureusement, bon, ça c'est pas celle attribuée à Khéops, mais remonte s'il te plaît sur la suivante. À l'intérieur de la grande pyramide de Gizeh, vous savez, vous avez trois chambres inférieures, chambre dite de la reine et du roi. Or, en fait, comme ils ont peur que ça s'écroule, ils ont mis en place tous ces systèmes de chevrons. Je ne sais pas si vous connaissez l'organisation architecturale de la grande pyramide, qui sont en fait des blocs de granit de plusieurs dizaines de tonnes mis en chevrons parce qu'ils pensaient que ça allait faire un report des forces de poussée sur les côtés. Or en fait ça n'a servi à rien, il y a même des chevrons qui ont pété dès qu'ils ont construit. Donc on voit très bien qu'ils ont peur au point de vue du dispositif architectural, pas du côté du pharaon, hein, du côté des ingénieurs de l'époque, et qu'ils ont mis en place des dispositifs qu'ils ont tenté pour un petit peu tenter de repousser les forces, les poussées du poids de la pyramide sur les côtés pour éviter que le toit de la grande chambre, notamment la chambre du roi, mais pareil sur la chambre de la reine, ne s'écroule sous l'effet du poids. Donc ils en avaient peur. Or on sait que le système qu'ils ont mis, il n'est pas, si vous voulez, il n'est pas efficace techniquement. De même, l'allée centrale avec la grande voûte à encorbellement. Pourquoi on fait en fait une construction à encorbellement? C'est quand vous avez peur, si vous faites en quelque sorte un toit plat comme ça, avec autant de poids dessus, ils avaient peur que ça s'écroule. Donc si vous faites un plafond à encorbellement, vous décalez simplement à chaque fois, et donc le point de vue de la résistance, ça permet, disons, d'éviter, au besoin, l'écroulement. Bon, ce ne serait pas arrivé, mais ils avaient cette peur, et ça, c'est une indication que c'est une technologie qu'ils sont à peine en train d'arriver à maîtriser par rapport à ça. Et donc, on confond souvent la massivité de la pyramide, où là, il y a de l'organisation, de la politique, de l'énergie, de l'argent, des ressources extraordinaires dans l'organisation du chantier, et ensuite la technologie même qui est déployée pour la construire.
Et donc évidemment, la pyramide de Gizeh, c'est une sorte de grand attracteur en termes de fantasme, parce qu'on confond la hauteur de la pyramide avec le degré de technicité que cela implique architecturalement. Or, architecturalement, Saint-Cernin, ou une cathédrale gothique, le clocher de Saint-Cernin, ben, les Égyptiens sont incapables de le faire. Ah, je parle bien architecturalement. Voilà. En tout cas, à cette époque-là. Donc, je finis parce qu'on me fait signe pour la conclusion. Donc, il y a même quelque chose qui est intéressant à noter, c'est que ces temples pyramidaux vont disparaître des architectures sanctuaires. Pour la raison suivante, c'est que les temples pyramidaux dans les religions, les vrais temples pyramidaux, comme chez les Aztèques, les Mayas, ces sanctuaires à plateforme, c'est toujours un culte qui est extérieur. C'est un culte de l'extériorité. Vous êtes dehors. Il y a peut-être un petit abri, mais grosso modo, le culte est dehors. Tandis que lorsqu'on aura des religions qui mettront en avant un culte intériorisé, au sens physique du terme, dans le bâtiment, ben là, vous aurez besoin de quelque chose qui puisse abriter à l'intérieur. Et donc, à ce moment-là, on le voit avec le Parthénon d'Athènes, ou tous ces temples grecs ou romains, désormais, les éléments stratégiques vont être à l'intérieur du bâtiment, puisque le rôle du bâtiment va être désormais d'abriter des choses liées au culte, soit des statues sacrées, soit des choses comme ça, alors que tous les temples pyramidaux qu'on a vus, on met de côté les tumulus qui là ont une fonction funéraire, voilà. Les pyramides égyptiennes, elles avaient une fonction funéraire aussi, mais les autres que vous avez vues, en fait, c'est des plateformes surélevées. Et donc, le culte se fait au-dessus, et donc, quand vous aurez des religions qui parleront même de maison de Dieu, au sens où les fidèles se réunissent à l'intérieur pour prier, vous comprenez bien que ça n'a pas d'intérêt, une pyramide. Par contre, vous aurez besoin d'un bâtiment comme une basilique grand, qui puisse abriter beaucoup de monde, etc., etc. Et donc, on voit qu'il y a une modification des architectures religieuses en fonction des types de credos, de croyances et de convictions, notamment dans la pratique cultuelle. Quand en fait, vous avez un culte qui peut se faire vers l'extérieur, à ce moment-là, le bâtiment peut être qu'une simple plateforme, ça pose pas de problème, au contraire, c'est très utile. Tandis que quand vous aurez des cultes, grosso modo, de l'intériorité, dans le rapport au sanctuaire, désormais, on abandonnera ce type de logique de plateforme surélevée. Alors, pour petite information, il faut savoir que les temples grecs, le culte n'a pas lieu à l'intérieur du bâtiment. Les bâtiments que vous voyez, c'était pour garder les trésors, les offrandes, les cadeaux offerts aux dieux. Parce que chez les Grecs, le culte, comme l'hostie levée par le prêtre à l'église le dimanche, c'est en fait des offrandes que l'on brûle sur un feu sacré, et il faut que la fumée, elle monte pour titiller les narines de Zeus et des autres Olympiens. Et donc ça, vous comprenez que ça ne se faisait pas à l'intérieur du bâtiment. Donc ça se faisait souvent devant, dehors, à l'extérieur. Les fonctions des temples grecs ne sont pas encore des endroits où les fidèles viennent prier, ce sont des endroits où on dépose les trésors de la divinité. Donc on y rentre, on peut voir, mais ce n'est pas techniquement encore le lieu de culte. Alors que les églises que nous connaissons, les synagogues, les mosquées, ce sont des lieux de culte, d'intériorité, puisque le culte se fait à l'intérieur du bâtiment. Voilà. Et donc là, vous avez même des relations entre les types de croyances religieuses et les types d'architecture, comme vous avez des relations entre les types de dieux et les types d'architecture. Quand vous avez des dieux ouraniens, on construira des sanctuaires plutôt en hauteur qui montent vers le ciel. Quand vous avez des dieux chtoniens de la terre-mère, vous montez pas en hauteur. Vous allez plutôt au contraire creuser ou être au niveau du sol. Donc vous avez aussi toute une partition des types de lieux de culte, au point de vue de leur agencement et de leur rapport spatial, en fonction du type de culte présent. Alors comme nous, on est dans des religions plutôt ou des traditions d'inspiration monothéiste, on connaît surtout finalement des bâtiments qui montent vers le ciel, parce que c'est dans ce rapport où on plaçait Dieu en haut. Alors que quand vous êtes dans des cultes de la fertilité, où c'est un culte de la terre, de Cérès chez les Grecs ou chez les Mayas, donc lié à ce qui est sous terre, parce que c'est là où peut se faire la vie, où se trouve l'eau, on fera les offrandes dans les cénotes, par exemple, si vous connaissez, pas sur les pyramides. Les pyramides mayas que vous verrez sont toujours dédiées aux dieux aériens, les dieux du ciel.
Donc, tandis que les dieux de la végétation, ou les dieux de l'eau, ou les dieux de la terre, eux auront des sanctuaires qui seront différents. Voilà. Donc, ce qui fait que si on ressort de tout ce que je vous expliquais, ça explique aussi pourquoi les temples pyramidiaux vont disparaître des pratiques sanctuales en termes d'architecture. Ce qui est d'ailleurs un point qui invalide l'idée de l'universalité de ce type d'architecture. Sinon, on en aurait toujours à l'heure actuelle. Tout à fait. Or, c'est ce que je vous ai expliqué, depuis très longtemps, nous n'en avons plus, pour des raisons qui ne sont pas architecturales, parce que si on veut faire une pyramide, on peut faire une pyramide. Voilà. Mais parce que le rapport aux activités religieuses dans les religions concernées font que ce n'est pas ce type de bâtiment religieux qu'on va avoir. Alors on garde le clocher parce qu'il monte plus près de toi, mon Dieu, en quelque sorte. Bon, on peut y placer les cloches ou des choses comme ça, mais il n'a plus du tout la fonction d'une pyramide, puisque ce sont des bâtiments qui sont des maisons de Dieu. Enfin, des maisons où le culte, se fait à l'intérieur. Donc, ce qui fait que tous ces délires que vous allez trouver sur les pyramides, alors après, pyramide par pyramide, si on prend Gizeh, si on prend tel autre truc, il faudrait faire un topo spécifique, parce qu'à chaque fois, vous aurez des types de théories qui seront émises pour ces pyramides spécifiquement. Voilà. Donc là, ce que j'essayais de vous expliquer, c'est que oui, il y a des formes pyramidales dans les sanctuaires et les temples, mais en fait, c'est pas si universel que ça, c'est un moment précis de l'histoire des religions, et surtout, c'est un moment précis de l'histoire des techniques architecturales. Et c'est ce qui explique pourquoi des civilisations qui n'étaient pas en contact, qui n'étaient pas en relation, séparées par des millénaires et des dizaines de milliers de kilomètres, vont retrouver les mêmes trucs pour construire. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'exaptation. C'est-à-dire, c'est une forme d'adaptation, c'est-à-dire des contraintes qui sont imposées, qui fait que vous passez par les mêmes étapes dans le développement architectural. On n'a pas commencé l'écriture avec une écriture alphabétique, on a toujours commencé l'écriture avec des idéogrammes. En Chine, en Mésopotamie, du côté de l'Égypte ou du côté de l'Amérique précolombienne, puisque ce sont des foyers d'invention différents et séparés de l'écriture, mais elles sont passées par les mêmes étapes, en tout cas jusqu'à certains développements. Les Chinois sont restés sur les idéogrammes, et en architecture c'est pareil, ils sont passés par des étapes similaires, parce qu'ils n'avaient pas de moyens de faire autrement, en tout cas s'ils voulaient construire massif, majestueux, solennel, dans ce type d'architecture sanctuaire. Voilà. Alors, au départ, les tombeaux égyptiens, ils sont en sous-sol. Hein. Est-ce qu'il y a la momie de Ramsès II en bas ?